La médecin observait l'écran, son visage se figeant soudainement, comme si elle venait de découvrir quelque chose d'impossible. Y a-t-il un problème avec le bébé ? Demanda Marina, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. Mais elle secoua la tête et répondit doucement que tout allait bien pour l'enfant, avant de couper l'appareil et de s'enquérir prudemment si son mari était au courant de la grossesse. Bien sûr qu'il le sait. Nous avons attendu cela si longtemps, répondit-elle, ne comprenant pas où cette conversation la menait. Cependant, ce que la médecin lui révéla ensuite bouleversa toute sa vie. Le gel froid sur son ventre commençait à sécher lorsque Dr. Elodie déposa le capteur et se tourna vers son bureau. Ses mouvements étaient lents, comme si elle pesait chaque geste. Marina était allongée sur la table d'examen, encore émue d'avoir enfin entendu le battement de cœur de son petit. 5 ans d'attente, des visites sans fin chez les médecins, des procédures douloureuses et des examens humiliants l'avaient conduite à ce moment. Les 2 lignes tant espérées sur le test de grossesse, découverte un mois plus tôt, semblaient un miracle. Anton avait alors pleuré dans la cuisine, la serrant dans ses bras et murmurant qu'ils avaient réussi, que leur rêve était enfin devenu réalité. Dr. Elodie sortit un dossier épais de son classeur et feuilleta lentement quelques pages. Ses doigts s'arrêtèrent sur un document. « Marina, je dois vous montrer quelque chose, dit-elle, et dans sa voix résonnait cette intonation particulière que les médecins utilisent avant d'annoncer de mauvaises nouvelles. Le document était daté de 3 ans plus tôt. Marina lut le titre de la spermiogramme et le nom de son mari. Son regard glissa sur les lignes, ne comprenant pas immédiatement la signification des termes médicaux. Azospermie. Absence totale de spermatozoïdes. Diagnostic définitif. En bas de la feuille se trouvait la signature d'Anton et la date de réception des résultats. Son écriture lui était familière, avec ses moindres courbes. Marina relut plusieurs fois les lignes, espérant que les mots se réorganiseraient, mais le diagnostic restait inchangé. « C'est impossible, murmura-t-elle, s'agrippant au bord de la table d'examen. Ils avaient fait tous les tests ensemble. Il lui avait montré ses résultats. Ils étaient normaux. Dr. Elodie lui tendit silencieusement d'autres documents du même dossier. La mémoire commença à raviver les épisodes douloureux des dernières années. Anton, lui criant dessus après une nouvelle tentative d'IVG ratée. Ses accusations sur sa mauvaise alimentation, son manque de sommeil, son stress excessif. Les tisanes amères qu'il la forçait à boire chaque matin. Les voyages chez des guérisseurs dans des villages reculés, où de vieilles femmes murmuraient des incantations et lui donnaient des potions à base de racines mystérieuses. Anton insistait pour chaque voyage, disant qu'il fallait tout essayer, et elle acquiesçait docilement, se blâmant pour leur infertilité. Les mots qu'il avait prononcés après leur dernier échec lui revenaient en mémoire avec une douleur aiguë. « Peut-être que tu es simplement défectueuse », avait-il dit en rassemblant ses affaires dans un sac. « Je vais chez ma mère, je vais réfléchir à notre avenir. Je ne sais pas si ça vaut la peine de perdre mon temps et mon argent sur toi. » Elle avait pleuré toute la nuit, et le matin, elle était allée travailler avec des yeux enflés. Ses collègues restaient silencieux, compatissants, comprenant sans mots. Seul Paul, du bureau voisin, lui avait apporté un café et lui avait dit doucement qu'elle n'était pas responsable de ce qui se passait dans sa famille. Dr. Elodie toucha doucement sa main. « Marina, je dois vous demander au sujet du père biologique de l'enfant. Je comprends que c'est un sujet délicat, mais il est important de connaître la vérité pour le suivi de la grossesse. » La médecin parlait avec douceur, sans jugement. Marina cacha son visage dans ses mains. Cette unique nuit avec Paul était survenue 2 mois plus tôt, après une dispute particulièrement violente avec Anton. Il ne l'avait pas seulement qualifiée de défectueuse, mais avait également ajouté qu'il regrettait leur mariage, qu'il aurait pu trouver une femme normale et déjà avoir des enfants. Elle avait quitté la maison, errant dans la ville jusqu'à tard dans la nuit. Paul l'avait croisée par hasard près du métro et l'avait raccompagnée chez elle.
Ils avaient bu du vin, parlant de la vie, des rêves non réalisés. La proximité était survenue naturellement, sans plan ni calcul. Juste deux âmes solitaires trouvant du réconfort l'une dans l'autre. Le matin, elle s'était réveillée avec un sentiment de culpabilité et avait demandé à Paul d'oublier ce qui s'était passé. Il avait accepté, mais dans ses yeux brillait une déception. Depuis, il ne communiquait que pour le travail, bien qu'elle surprît parfois son regard plein de tendresse non exprimée. C'était le seul incident en toutes ces années de mariage, confia-t-elle à la médecin à travers des larmes. Je ne l'avais pas prévu, c'était juste arrivé. Son mari avait alors prononcé des mots si horribles et était parti chez sa mère. Elle se sentait inutile. Docteur, Élodie hocha la tête avec compréhension. Marina, je ne vous juge pas, mais il est maintenant clair d'où vient cette grossesse. Votre mari était au courant de son diagnostic depuis 3 ans. Toutes ces procédures que vous avez subies étaient inutiles. Il vous a trompé. Les mots de la médecin résonnaient comme un verdict. Marina imaginait Anton, la conduisant dans les cliniques, sachant d'avance qu'il n'y aurait aucun résultat, observant ses souffrances dues aux injections hormonales et aux procédures douloureuses, l'accusant d'infertilité tout en sachant que le problème venait de lui. Pourquoi a-t-il fait cela, demanda-t-elle. Mais la réponse était évidente. Anton ne pouvait pas admettre son incapacité. Il était plus facile de rejeter la faute sur sa femme, de préserver sa fierté masculine. Peut-être espérait-il vraiment la pousser à l'infidélité pour obtenir un enfant? Docteur, Élodie l'aida à s'habiller et l'accompagna jusqu'à la sortie. Marina, pensez à votre avenir. Vous aurez un bébé en bonne santé. Ne laissez personne empoisonner cette joie. La médecin lui serra la main et lui souhaita bonne chance. Dans la rue, Marina marcha machinalement vers l'arrêt de bus, mais s'arrêta soudain devant la vitrine d'un magasin pour enfants. Un petit ensemble bleu avec des bateaux brodés y était exposé, exactement celui qu'elle et Anton avaient choisi la veille sur Internet. À ce moment-là, il était si heureux, faisant des projets, parlant de l'avenir de leur fils. Son téléphone vibra avec des messages entrants. Comment s'est passée l'échographie, ma chérie? Tout va bien pour notre bébé. J'ai déjà acheté le lit, comme nous en avions convenu. Je viendrai te chercher au travail, nous irons dîner au restaurant. Je vous aime toutes les deux. Marina relut le message plusieurs fois. Anton écrivait avec une telle sincérité, comme s'il croyait vraiment que l'enfant était le sien, ou bien il jouait simplement le rôle d'un futur père heureux. Après cette révélation, elle ne pouvait plus être sûre de rien. Un autre message arriva pendant qu'elle se tenait devant la vitrine. J'ai réservé une chambre à la maternité, la meilleure. Je veux que notre fils naisse dans le confort. Tu mérites le meilleur après tout ce que tu as enduré pour notre bonheur. Les mots sur ce qu'elle avait enduré pour leur bonheur résonnaient maintenant comme une moquerie. Elle avait subi l'humiliation, la douleur, le sentiment de culpabilité et d'inadéquation. Et lui, tout ce temps, connaissait la vérité et se taisait, sachant et la faisant souffrir. Marina rangea son téléphone dans son sac, ne répondant pas au message. Elle avait besoin de temps pour réfléchir à ce qui s'était passé et décider de la suite. L'enfant qu'elle portait était une réalité qui changeait tout. Mais quelle place Anton occuperait-il dans cette nouvelle réalité? Marina entra dans l'appartement, claquant la porte si fort que les vitres du meuble tremblèrent. Ses mains tremblaient de colère et de désespoir alors qu'elle se dirigeait droit vers. Marina se tenait devant la porte du bureau d'Antoine, une pièce qu'elle n'avait jamais osé entrer sans permission. Mais aujourd'hui, toutes les règles de leur vie commune avaient perdu leur sens. Le bureau était verrouillé, mais elle savait où son mari cachait la clé. Elle fouilla dans tous les tiroirs, éparpillant les documents sur le sol, à la recherche de preuves de son mensonge. Dans le tiroir du bas, elle trouva des certificats médicaux portant les tampons de diverses cliniques. Les résultats des analyses affichaient des chiffres parfaits.
Un coffre-fort se tenait dans un coin, derrière une étagère. Antoine pensait qu'elle ignorait son existence. Elle l'avait aperçu par inadvertance il y a 1 an, lorsqu'il en avait sorti des documents pour leur appartement. La porte métallique s'ouvrit avec un léger clic, révélant des dossiers soigneusement rangés. Le dossier étiqueté « Médecine » était le plus épais. À l'intérieur, des dizaines de faux résultats de spermogramme, chacun avec des dates et des tampons différents. Les chiffres étaient tous normaux, voire au-dessus de la norme. À côté, des reçus de paiement pour des services de faux certificats médicaux. Les véritables résultats étaient dans une enveloppe séparée. Marina reconnut l'écriture du même médecin qui avait signé le document qu'elle avait vu, le docteur Éléonore. Le diagnostic était implacable, azoospermie. Absence totale de spermatozoïdes. Don ou adoption recommandée. Dans un autre dossier, elle trouva des impressions de conversation avec diverses cliniques de reproduction. Antoine s'était renseigné sur les procédures, posant des questions sur la durée pendant laquelle il pouvait emmener sa femme chez le médecin sans éveiller de soupçons. Certaines réponses des médecins étaient annotées de sa main, en particulier celles qui parlaient de la pression psychologique sur les femmes. Marina s'assit sur le sol, entourée de papiers éparpillés, sentant la réalité s'effondrer autour d'elle. Chaque document était un nouveau clou dans le cercueil de leur mariage. Antoine ne se contentait pas de cacher la vérité, il détruisait méthodiquement son esprit, la faisant se sentir coupable de ce dont elle était totalement innocente. L'ordinateur portable sur le bureau était allumé, l'écran déverrouillé. Elle ouvrit le programme de messagerie et découvrit une longue conversation avec la mère d'Antoine. Les derniers messages avaient été envoyés la veille, juste après leur dispute. « Maman, le plan fonctionne mieux que je ne le pensais. Je l'ai mise dans un état de crise. Elle a pleuré toute la nuit. » Le message suivant la fit frissonner. « Je suis allée chez toi pour la nuit, comme convenu. Si tout va bien, elle finira par céder à quelqu'un au travail. Ce pôle de son département la courtise depuis longtemps. Nous avons besoin d'un héritier à tout prix, et je ne peux pas admettre mon problème. » La réponse de sa belle-mère était encore plus cynique. « Mon fils, tu fais bien. L'important, c'est que l'enfant ressemble à notre famille, et cette idiote ne se doutera de rien. Elle te sera reconnaissante de ne pas l'avoir laissée avec son infertilité. Assure-toi juste qu'elle ne découvre pas la vérité trop tôt. » Marina fit défiler la conversation vers le haut, lisant un message d'il y a 1 mois. Antoine décrivait en détail à sa mère sa stratégie de pression psychologique. Il avait étudié des articles sur la manière de pousser une femme à l'infidélité, consulté des psychologues sous des noms fictifs, planifié chaque dispute et chaque humiliation. C'était particulièrement douloureux de lire son analyse de son caractère. Marina est trop bien pour tromper juste comme ça. Il faut la briser, lui faire croire qu'elle est une femme sans valeur. Alors, elle cherchera du réconfort ailleurs. J'ai déjà repéré quelques candidats parmi ses collègues. Paul serait parfait. Sur le bureau, un fichier vidéo contenait l'enregistrement de leur mariage, 5 ans auparavant. Marina cliqua dessus, et l'écran s'illumina avec des images de ce jour heureux. Un jeune Antoine en costume blanc lui jurait amour et fidélité. « Je promets de toujours être honnête avec toi, » disait-il en la regardant dans les yeux. « Je ne te tromperai jamais, je ne trahirai jamais ta confiance. » Les mots de ce serment résonnaient comme une moquerie face à tout ce qu'elle venait d'apprendre. Dans un accès de colère, Marina saisit l'ordinateur et le lança contre le mur. L'écran se brisa, se couvrant de fissures, mais la vidéo continuait à jouer, déformée et saccadée. Sa propre voix résonnait des haut-parleurs, répétant la promesse d'aimer et de faire confiance. À cet instant, Antoine apparut dans l'embrasure de la porte, un énorme bouquet de roses blanches à la main et une poignée de ballons colorés. Sur l'un des ballons, en lettres dorées, était écrit « Papa t'aime ». Son visage rayonnait de bonheur.
Il semblait avoir prévu une surprise. Chérie, j'étais si inquiet toute la journée, commença-t-il, mais il se tut en voyant le chaos dans le bureau. Le bouquet tomba de ses mains, les roses se répandant sur le sol. Les ballons s'élevèrent lentement vers le plafond, créant une image surréaliste au milieu des documents éparpillés. Antoine aperçut le coffre ouvert, les faux résultats, l'ordinateur brisé avec une image figée de leur mariage sur l'écran fissuré. « Marina, que fais-tu » demanda-t-il, tentant de ramasser les documents éparpillés. Ses mouvements étaient précipités, presque paniqués. « Tu n'as pas le droit de fouiller dans mes affaires. Ce sont des documents personnels. Ça ne te concerne pas. » Il tenta de lui arracher le dossier contenant les vrais résultats, mais elle le tenait fermement. Elle lui tendit silencieusement la feuille avec le diagnostic, celui qu'il avait reçu 3 ans auparavant. Son visage changea instantanément. La couleur quitta ses joues. Ses mains tremblèrent lorsqu'il prit le document. Pendant quelques secondes, il fixa silencieusement les lignes familières, puis il s'agenouilla lentement au milieu des roses éparpillées. « Marina, je peux tout expliquer » commença-t-il, mais sa voix se brisa, se transformant en un râle. « Je voulais le meilleur. Je ne pouvais pas admettre que le problème venait de moi. Tu m'aurais quitté si tu avais su la vérité. J'avais tellement peur de te perdre. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais il n'y avait pas de repentir, seulement la peur d'être découvert. Elle lui lut à voix haute quelques messages de la conversation avec sa mère. À chaque phrase, il se recroquevillait un peu plus, comme sous des coups. Quand elle arriva au mot sur le fait de la pousser à l'infidélité, Antoine cacha son visage entre ses mains et se mit à pleurer. « Ce n'est pas ce que tu penses, répétait-il. Je voulais juste un enfant. Nous voulions tous les deux un enfant. » Marina se leva et se dirigea vers l'armoire où pendaient ses vêtements. Elle commença à plier ses affaires dans un sac, sans regarder son mari. Chaque geste était clair et déterminé. 5 ans d'humiliation, de douleur et d'auto-accusation prenaient fin à cet instant. Elle ne permettrait plus à personne de jouer avec sa vie. « Où comptes-tu aller » demanda Antoine, se relevant de ses genoux. « Nous pouvons tout discuter, trouver une solution. Un enfant changera tout. Je l'aimerai comme le mien, je te le jure. Nous serons une famille heureuse. » Il tenta de l'enlacer, mais elle se déroba, continuant à rassembler ses affaires. Marina prit son sac et se dirigea vers la sortie. Antoine la suivit dans le couloir, suppliant de s'arrêter et de l'écouter. Dans l'escalier, il saisit son bras, essayant de la retenir. « Ne pars pas, s'il te plaît, disait-il à travers ses larmes. Je vais changer, je serai différent. Nous avons attendu si longtemps cet enfant. » Elle tira brusquement son bras, et Antoine, perdant l'équilibre, tomba sur quelques marches. Il gémit, tenant son genou blessé, mais se releva immédiatement et se mit à boiter derrière elle. Même en boitant, il ne la quittait pas des yeux, continuant à crier des mots d'amour et de pardon. Ce n'est que lorsque Marina monta dans un taxi et ferma la porte qu'il s'arrêta. À travers la vitre arrière, elle le vit se tenir au milieu de la cour, en chemise, sans la veste qu'il avait laissée dans l'appartement. Les ballons étaient toujours attachés à son poignet. Marina se tenait dans le taxi, le vent fouettant son visage. Elle avait demandé au chauffeur de l'emmener dans le premier hôtel qu'il pouvait trouver au centre de Paris. Alors qu'elle s'installait dans sa chambre, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Antoine. Son téléphone vibrait sans cesse, affichant 47 appels manqués en seulement 2 heures. Les messages affluaient, d'abord des excuses, puis des supplications, et enfin des cris désespérés. Elle éteignit le son, mais l'écran continuait de clignoter. Le dernier message était particulièrement alarmant. « Marina, je ne peux pas vivre sans toi. Si tu ne reviens pas, je ne sais pas ce qui va m'arriver. L'enfant a besoin de son père. Je serai un bon père, je te le promets.
Donne-moi juste une chance de me rattraper. Le téléphone sonna à nouveau, mais cette fois, c'était sa belle-mère. Hésitante, elle finit par répondre, se demandant ce qui se passait. La voix de la vieille dame était hystérique, pleine de colère et d'accusation. « Que as-tu fait, espèce de traînée ? Mon fils s'est coupé les veines à cause de toi. Une ambulance est déjà en route. » Le cœur de Marina se serra. Malgré toute la douleur et la trahison, elle ne souhaitait pas la mort d'Antoine. Que s'était-il passé ? Où était-il ? Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, sa belle-mère avait déjà raccroché, la laissant dans un tourbillon d'incertitude. Une minute plus tard, un message d'Antoine arriva. « Maman exagère, ce ne sont que des égratignures. Je voulais juste te montrer à quel point je souffre sans toi. » L'angoisse se mêla à la colère. Même maintenant, il continuait à manipuler, à utiliser ses émotions contre elle. Marina bloqua son numéro et celui de sa belle-mère, consciente que ce n'était qu'une solution temporaire. Antoine trouverait un moyen de la joindre. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle hésita, craignant que ce soit Antoine, mais en ouvrant, elle découvrit Pavel, l'air inquiet. « Marina, que se passe-t-il ? Tu n'es pas venue au travail, tu ne réponds pas à mes appels. » J'étais inquiet. Son regard tomba sur son visage en larmes et le sac posé dans un coin de la chambre. Elle lui raconta tout, la visite chez le médecin, les faux résultats, la correspondance avec sa belle-mère, et comment leur intimité avait été une partie d'un plan monstrueux. Pavel écoutait, son visage pâlissant au fur et à mesure qu'elle parlait. Ses mains se crispaient en poing. « Donc, l'enfant est le mien, » dit-il enfin, une surprise mêlée à quelque chose d'autre dans sa voix. Marina hocha la tête, s'attendant à voir du jugement ou de la confusion dans ses yeux. Au lieu de cela, Pavel s'approcha d'elle et l'enlaça doucement. « J'ai rêvé de ce moment pendant si longtemps, » murmura-t-il, bien qu'il l'imaginait différemment. Il se recula et sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Marina, j'ai porté cette bague pendant plus d'1 an. J'ai toujours voulu te demander en mariage. Je savais que tu étais mariée, mais j'espérais qu'un jour. » Sa voix tremblait d'émotion. « Épouse-moi. Nous élèverons cet enfant ensemble, nous serons une vraie famille. » La bague était simple mais belle, ornée d'un petit diamant. Pavel expliqua qu'il avait mis 3 mois à la choisir, voulant trouver quelque chose de spécial mais pas trop extravagant. « Je connais tes goûts, je me souviens de la façon dont tu admirais la bague d'une collègue. J'ai attendu le bon moment, mais il ne s'est jamais présenté. » Marina regardait la bague, un mélange de gratitude et de culpabilité l'envahissant. Pavel était un homme bon. Il méritait mieux qu'une femme avec un passé si compliqué. Mais dans ses yeux, elle voyait un amour sincère et une volonté d'accepter la responsabilité d'un enfant qui n'était pas le sien. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je vais t'épouser. » Le lendemain, ils se rendirent chez un avocat. L'homme âgé en costume strict écouta l'histoire de Marina sans montrer d'émotion, prenant des notes dans un carnet. « Votre mari pourrait demander un test ADN, » expliqua-t-il. « Mais même s'il prouve qu'il n'est pas le père biologique, cela ne lui donnera aucun droit sur l'enfant. De plus, le fait que vous ayez été trompé pourrait jouer en votre faveur lors du partage des biens. » Marina signa la demande de divorce, ressentant le poids des années de souffrance se dissiper à chaque signature. L'avocat valida les documents et promit de les soumettre au tribunal le jour même. La procédure prendrait plusieurs mois, mais le premier pas était fait. Dans le couloir, ils croisèrent une femme enceinte cherchant le bureau du même avocat. Son ventre était bien plus arrondi que celui de Marina, et elle avait l'air épuisée. De retour à l'hôtel, Marina découvrit un message vidéo d'Antoine. Sur l'écran, il se tenait sur le toit de leur immeuble, le vent ébouriffant ses cheveux. « Si tu ne reviens pas, je sauterai, » disait-il, regardant directement la caméra.
Je te donne 1 heure pour réfléchir. Notre enfant ne doit pas grandir sans père. Je vais changer, je deviendrai meilleure, mais seulement si tu me donnes une chance. Marina, paralysée, appela la police pour signaler l'intention de son mari de se suicider. L'agent de garde la rassura, promettant qu'une équipe se rendrait sur place immédiatement. 20 minutes plus tard, un message du policier arriva, « Votre mari a été retiré du toit. Pas de blessure, mais il a été emmené chez un psychiatre pour évaluation. Il demande à vous voir, mais nous ne recommandons pas de contact pour le moment. » Pavel lui proposa de déménager chez lui, mais Marina préférait rester à l'hôtel encore quelques jours pour réfléchir à tout ce qui se passait, sa grossesse, le divorce, ses nouvelles relations. Tout cela nécessitait du temps pour être digéré. Elle se sentait comme quelqu'un qui avait longtemps marché dans l'obscurité et qui venait de sortir à la lumière éclatante. La nuit, Marina se réveilla avec une douleur aiguë dans le bas-ventre. Les contractions étaient courtes mais intenses, chaque vague la faisant se recroqueviller. Quand elle alluma la lumière et vit le sang sur les draps, la panique l'envahit. L'enfant était la seule chose de bonne qui restait de tout ce cauchemar des dernières années. Pavel arriva 10 minutes après son appel. Il l'aida à s'habiller et la conduisit à la clinique la plus proche, enfreignant toutes les règles de circulation. À l'accueil, le médecin de garde examina Marina et l'orienta immédiatement vers le service de pathologie de la grossesse. Risque de fausse couche, annonça-t-il à Pavel. Hospitalisation et repos complet nécessaires. Les heures suivantes furent un long moment d'attente angoissante. Les médecins faisaient des échographies, prenaient des échantillons, mettaient des perfusions. Marina restait immobile, craignant de bouger, priant pour la survie de sa grossesse. Cet enfant était son avenir, son espoir d'une nouvelle vie. Le perdre maintenant signifierait tout perdre. Pavel ne quittait pas son chevet, tenant sa main, murmurant des mots de soutien. Il lui parlait de la façon dont ils élèveraient l'enfant, des livres qu'il lui lirait, de l'école où il l'enverrait. Ses projets pour l'avenir l'aidaient à se concentrer sur le positif, à se distraire de la douleur et de la peur. Au matin, le saignement s'était arrêté. La médecin, une jeune femme aux yeux fatigués mais bienveillants, annonça la nouvelle tant attendue. La crise est passée, dit-elle en regardant les résultats de la dernière échographie. Le rythme cardiaque du fœtus est stable, mais vous devez rester au repos absolu pendant les prochaines semaines. Pas de stress, pas d'effort physique. Marina pleura de soulagement. Pavel embrassa sa main et promit de prendre soin d'elle et de l'enfant. À ce moment-là, elle comprit que, malgré toutes les horreurs des derniers jours, elle avait une chance de bonheur. Antoine ne pouvait plus lui faire de mal, et devant elle se profilait une nouvelle vie avec un homme qui était prêt à l'accepter, elle et son enfant. Ina se trouvait allongée dans une chambre d'hôpital, observant le soleil se coucher lentement à travers la fenêtre, lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Dans l'embrasure se tenait sa belle-mère, le visage déformé par la colère, les cheveux gris en désordre. Elle entra dans la chambre sans prêter attention aux autres patientes et se dirigea directement vers le lit de Marina. « Tu es contente, espèce de traîtresse » cria la vieille femme, agitant les bras. « Mon fils est en réanimation à cause d'une crise cardiaque, et toi, tu te reposes ici. Tout ça, c'est à cause de toi, de tes infidélités et de ta trahison. Il t'aimait plus que sa propre vie, et tu as piétiné son cœur. » Pavel, qui somnolait dans un fauteuil à côté du lit, se réveilla instantanément et se plaça entre les deux femmes. « Je vous demande de quitter la chambre, dit-il d'une voix ferme. Marina a besoin de repos. Les médecins ont interdit tout stress. » Mais la belle-mère ne comptait pas céder. Elle tenta de le repousser tout en continuant à crier « Maudit sois-tu !» Pavel appuya sur le bouton d'appel des infirmières et demanda de la sécurité. Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité entrèrent dans la chambre et prirent la vieille femme par les bras. Elle se débattit, mais ils l'emmenèrent à l'extérieur.
Anton est en réanimation à cause de toi, cria-t-elle en partant. S'il meurt, ce sera de ta faute. Le cœur de Marina se serra d'angoisse. Malgré tout ce qui s'était passé, elle ne souhaitait pas la mort d'Anton. Pavel tenta de la rassurer, lui disant que sa belle-mère exagérait peut-être, mais Marina demanda à vérifier la vérité. Une demi-heure plus tard, il revint avec des nouvelles confirmant ses craintes. Anton était bien en réanimation dans cet hôpital. Les médecins expliquèrent que la crise était survenue la veille, alors qu'il sortait du service psychiatrique. Il avait reçu les documents de leur divorce, livrés par un coursier, et avait subi une défaillance cardiaque aiguë. Son état était stabilisé, mais le pronostic restait incertain. Le cœur du jeune homme n'avait pas supporté le choc émotionnel. Marina demanda à Pavel de l'emmener au service de cardiologie. Elle savait que cela pouvait être une erreur, mais elle ressentait le besoin de voir Anton. Dans ses mains, elle tenait 2 documents apportés par son avocat le matin même, la demande de divorce et le refus de pension alimentaire. Elle ne savait pas lequel donner à son mari s'il reprenait connaissance. À travers la vitre de la chambre de soins intensifs, Marina aperçut Anton, relié à de nombreux appareils. Son visage était pâle, presque gris. Sa respiration était assistée par un ventilateur. Les moniteurs affichaient des signes vitaux faibles mais stables. Une infirmière, passant à proximité, s'arrêta près d'elle. « Il a repris connaissance plusieurs fois et vous a appelé », dit-elle doucement. Les médecins disent que le choc émotionnel a été trop fort pour son cœur. À son âge, les infarctus sont rares. Il y a généralement une prédisposition ou un stress intense. Elle jeta un coup d'œil au ventre de Marina et ajouta que les femmes enceintes ne devraient pas rester trop longtemps en réanimation. À ce moment-là, Anton ouvrit les yeux. Son regard était trouble, mais il la reconnut à travers la vitre. L'infirmière lui permit d'entrer pour quelques minutes, en prévenant que le patient était très faible. Anton tenta de dire quelque chose, mais le masque à oxygène l'en empêchait. Il l'ôta de ses mains tremblantes, essayant de prononcer des mots. « Pardonne-moi », murmura-t-il faiblement après que le masque fut retiré. « Je voulais tant être père que j'ai perdu la raison. Je n'ai pas pu admettre ma faiblesse. J'avais peur que tu me quittes. » Sa voix était à peine audible, chaque mot était un effort. « Bénis notre enfant. Qu'il soit heureux avec un vrai père. » Marina déposa silencieusement la demande de divorce et une photo de Suzy sur la table de chevet. Anton regarda la photo, où se dessinait le silhouette de leur futur enfant, et des larmes coulèrent sur ses joues. Il tenta de toucher la photo, mais sa main tomba, épuisée. L'infirmière fit signe que le temps était écoulé et qu'il fallait laisser le patient se reposer. Dans le couloir, Pavel l'attendait avec 2 témoins et des alliances. Il avait organisé une cérémonie de mariage à l'hôpital. « Marina, nous pouvons attendre si tu n'es pas prête, » dit-il, voyant son état. Mais elle secoua la tête. La vieille vie était terminée. Il était temps de commencer une nouvelle. La cérémonie fut brève et simple. Ils échangèrent leurs alliances dans le couloir de l'hôpital et signèrent les documents. Pavel l'embrassa, et à ce moment-là, un bip alarmant retentit depuis la chambre d'Anton. Les médecins et les infirmières se précipitèrent en réanimation, mais quelques minutes plus tard, ils en sortirent avec des visages soulagés. « C'était juste une réaction émotionnelle », dit le médecin. « Son état est stable. » Plus tard, l'infirmière expliqua qu'Anton avait vu leur baiser à travers la fenêtre de la chambre. Son rythme cardiaque avait augmenté, sa pression artérielle avait grimpé, mais la situation critique avait été évitée. Il avait demandé qu'on lui administre un sédatif, disant qu'il ne voulait plus rien voir ni entendre. Les médecins accédèrent à sa demande, le plongeant dans un sommeil médicamenteux. Le lendemain, Marina signa le refus de pension alimentaire. Elle ne voulait rien d'Anton, sauf sa liberté.
Pavel proposa d'envoyer les documents par coursier avec leur certificat de mariage, afin qu'Anton comprenne la finalité de la situation. Marina accepta, réalisant que cela marquerait la fin de leur relation. Le coursier revint 1 heure plus tard avec des nouvelles de ce qui s'était passé dans la chambre. Anton avait pris les documents avec des mains tremblantes, examinant longuement le certificat de mariage de Marina et Pavel. Puis il pressa les papiers contre sa poitrine et éclata en larmes. L'infirmière rapporta qu'il avait pleuré pendant 3 heures d'affilée, ne lâchant pas les documents. Le médecin du service de cardiologie vint voir Marina avec un rapport sur l'état de son ancien mari. Physiquement, il se rétablit, dit le docteur. Son cœur jeune va récupérer, mais son état psychologique est préoccupant. Il refuse de manger, ne parle pas au personnel, il reste allongé à regarder le plafond. Nous recommandons une consultation psychiatrique. Marina demanda si elle pouvait encore lui rendre visite, mais le médecin ne le conseilla pas, votre présence ne fera qu'aggraver son état, expliqua-t-il. Donnez-lui le temps d'accepter la réalité. Peut-être qu'après quelques mois, il pourra commencer une nouvelle vie. Mais pour l'instant, tout contact avec vous pourrait provoquer une nouvelle crise. Pavel proposa de quitter la ville temporairement, tant qu'Anton ne serait pas rétabli. Il avait une maison de campagne dans une région voisine où Marina pourrait mener sa grossesse en toute tranquillité. Elle accepta, réalisant qu'ils avaient tous deux besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Leur mariage avait commencé dans le couloir de l'hôpital, mais une vie entière les attendait. En rassemblant ses affaires dans la chambre, Marina réfléchissait aux étranges tournants du destin. 1 semaine auparavant, elle était une femme malheureuse, se blâmant pour son incapacité à avoir des enfants. Maintenant, elle était une fiancée enceinte, prête à tout recommencer. L'enfant qu'elle portait était le symbole d'un nouvel espoir, de nouvelles possibilités. L'infirmière apporta son congé et lui souhaita bonne chance. « Prenez soin de vous et du bébé, dit-elle. Vous avez traversé beaucoup de choses, mais le plus dur est derrière vous. » Marina hocha la tête, sentant que la femme avait raison. De nouveaux défis les attendaient, mais elle n'était plus seule. À ses côtés se tenait quelqu'un qui l'aimait vraiment. Pavel l'aida à rejoindre la voiture, la plaçant délicatement sur le siège avant. Ils roulèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux